eh bien on peut prendre du recul et aller au-delà et se grandir. Moi, je pense que c'est ça. C'est un marchepied formidable, mais ça pose plein de questions. Qu'est-ce qui va se passer dans l'enseignement? Comment est-ce qu'on va... comment est-ce qu'on va intégrer cet outil dans l'éducation, alors que pour l'instant, la première application, c'est de la triche. Sapiens Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Sapiens Sapiens. Le Consumer Electronics Show de Las Vegas vient de se terminer. Une époque toujours aussi riche en innovation d'ailleurs dans plein d'autres domaines. Quelle perspective pour la tech en France? Et pour en parler, j'ai eu le grand plaisir de recevoir un éminent spécialiste que l'on connaît bien, Jérôme Colombin. Jérôme Colombin, bonjour. Bonjour Olivier. Alors Jérôme, tu es journaliste spécialisé sur les questions numériques, ancien journaliste sur France Info, on s'en souvient. Tu interviens dans Tech & Co avec François Sorel sur BFM Business. Tu interviens aussi, tu es co-animateur même de l'émission Tech & Do sur la chaîne Tech & Co. Voilà, oui, il faut suivre. Voilà. Tu es créateur du podcast Monde Numérique et auteur notamment de Faut-il quitter les réseaux sociaux en 2019. Tu es toujours sur les réseaux sociaux? Et malheureusement oui, et plus oui. Que jamais. Donc je la question pas était... à les quitter. Ce serait bien, mais c'est pas si simple. Ah, exactement. Alors, on va commencer par le CES 2023. Il a fait la part belle, évidemment, Covid oblige à l'e-santé. Lors de ce salon, la France, évidemment, était très, très présentée, beaucoup de stands. Première question très générale, quelle est ton impression? Est-ce que ça a été un bon CES cette année? Est-ce que c'est un bon cru? Oui, c'était relativement un bon cru, d'autant plus qu'on avait un élément de comparaison, et deux éléments de comparaison. C'était l'année précédente où c'était à bas régime et l'année encore avant où c'était uniquement en présentiel. Donc déjà, rien que ça, sur le nombre, on a repris une vitesse de croisière, c'était appréciable. Sur le fond, c'était pas inintéressant pour X raisons, même si le CES est de moins en moins le salon où on en prend plein la figure et où on sent qu'on prend des virages technologiques. C'est plus vraiment un salon de technologie de rupture, c'est un salon, en fait, est-ce que ça l'a jamais été, hein? Ouais. C'est un salon consumer, donc beaucoup de produits grand public, et puis également des choses pour le B2B, où il y a de plus en plus d'innovations intéressantes. Je pense par exemple au métavers. Il y avait du métavers, mais c'était pas le métavers de Mark Zuckerberg, où on fait Youpla Boom et on s'amuse tous ensemble. C'était des applications professionnelles. Métavers B2B. Métavers B2B, exactement, des solutions pour permettre aux entreprises de créer leur propre espace de coworking en réalité virtuelle, etc. La santé, tu l'as dit, beaucoup de choses assez intéressantes. Et la santé, moi j'ai noté en fait une espèce d'âge de maturité probablement, c'est-à-dire qu'on est sorti un peu des gadgets expérimentaux, des gadgets qui étaient plus liés au bien-être, qui étaient bien, qui étaient intéressants, qui ont permis de commencer à démocratiser l'usage des technologies pour prendre soin de son corps. Mais là, ça va plus loin avec des trucs qui poussent vraiment vers des choses nouvelles. Par exemple, je pense à une start-up qui permet, avec un simple selfie vidéo sur son smartphone, d'analyser notre fréquence cardiaque, et puis tout un tas de paramètres, et c'est un outil qui est destiné aux téléconsultations pour apporter plus d'éléments aux médecins quand on consulte un médecin à distance, par exemple. Une simple caméra, sans capteur. Simple smartphone. Ça détecte en fait. Il y a de l'IA, il y a de l'IA partout. C'est le buzzword. Et donc ça détecte en fait grâce au flux sanguin sur la peau que nous on ne voit pas à l'œil nu. Le smartphone lui est capable de le voir et de détecter plein de choses. C'est un peu la technologie des montres, mais appliquée au visage. Des choses pas mal, puis même des choses qui vont très très loin. Je pense à une start-up incubée au CEA qui travaille sur un projet de fibre optique que l'on plongerait au milieu du cerveau pour soigner ou en tout cas réduire l'impact de la maladie de Parkinson. Donc c'est des choses quand même très ça va assez loin. Ça fait quand même rêver, il y a un aspect gadget souvent dans le CES, là dont tu parles, c'est quand même des choses plus sérieux, qui sont quand même nettement plus sérieuses et plus intéressantes. Je te rassure, il reste beaucoup de gadgets. Et là, c'est vrai, peut-être que mon grand âge me fait m'y intéresser un peu moins. Le chat robotisé qui remue la queue quand on le caresse pour se déstresser, j'en ai un peu marre, surtout que ça fait 4 fois qu'on le voit. C'est des espèces d'habitués du CES comme ça. Donc on en parle moins et quelque part c'est tant mieux, il y a une espèce de maturité, je pense. Et quels ont été tes coups de cœur alors ?
J'ai cité déjà deux exemples. J'ai eu des coups de cœur pour. Il y avait beaucoup de choses dans l'automobile, mais paradoxalement, j'ai pas eu vraiment de coup de cœur parce que voilà, beaucoup d'esbroufs. On sait pas trop où ça va. Sony qui annonce qu'il va faire une voiture avec Honda, mais on a du mal à le croire. Ou en tout cas, c'est surtout que Sony va pas bien du tout en tant que fabricant d'électronique. Donc, on sent qu'ils essaient de se trouver une autre manière de faire parler d'eux. Des choses intéressantes. Alors moi, je suis très informatique pure et dure, bureautique et autres. Par exemple, j'ai bien aimé un concept d'une start-up française qui permet d'utiliser son téléphone mobile en tant qu'ordinateur avec soit en ordinateur de bureau, ça il le proposait déjà, non, pardon, c'est l'inverse, il proposait la version pour ordinateur portable, c'est-à-dire qu'en gros, ordinateur portable, c'est juste un écran, un clavier, mais avec très peu d'intelligence dedans. On branche le smartphone et on retrouve à la fois toutes ces données, toute la puissance de son smartphone. Pourquoi ? Parce que, les smartphones aujourd'hui sont hyper puissants, on peut faire ça, on n'a pas besoin finalement d'avoir deux Ferrari dans son garage, peut-être qu'une seule suffirait. Et il y a un problème de taille d'écran quand même. Ben oui, mais justement, alors j'ai mal à l'expliquer, mais le truc c'est que ça permet d'utiliser le smartphone sur un grand écran. Un grand écran, d'accord. Voilà. Et derrière ça, c'est réduction de la fabrication de matériel informatique dans une perspective environnementale. Donc je trouvais ça plutôt pas mal. Ouais. C'est une start-up française qui s'appelle Miraccess. C'est des petits jeunes, ils sont, je sais plus, à Lyon, mais ils travaillent avec Samsung. Ils ont, bon voilà, c'est dur. Ils font du hardware à la française. Tu sais à quel point c'est difficile d'un point de vue industriel, mais il y a des bonnes idées, il y a de l'innovation. Et alors au CES, où en est la France? Quelle est la place de la French Tech? Alors, la France, traditionnellement, on la voit au CES. Ça, franchement, on a la petite fibre patriotique qui vibre quand on va au CES, parce que quand on arrive à l'Eureka Park, là où il y a toutes les startups, on ne voit que ça. La French Tech, la French Tech, la French Tech. Ça, c'est une vraie réussite en termes de communication. Après, il y avait des choses qui, moi, personnellement, m'énervaient un peu. C'est-à-dire que c'était devenu une super vitrine de communication pour les entreprises, également pour les politiques, pour les régions. Les régions qui font leur wagon de start-up et qui en profitent pour faire, alors on voyait des panneaux régionaux à Las Vegas. Ça existe encore un peu, je trouve ça absurde. Je veux dire, le savoir-faire de Franche-Comté ou le savoir-faire de Corse, je ne crois pas que ce soit vraiment ça qu'il faille mettre ça. C'est très sympa, mais c'est bien au salon de l'agriculture, quoi. Mais voilà, ce qu'il faut, il faudrait faire le pool intelligence artificielle, le savoir-faire quantique, les objets connectés, etc. Et donc moins de Français, moins de start-up françaises, mais plus quali. Moins de choses inutiles et parfois des boîtes plutôt pas mal, enfin en tout cas prometteuses. Alors il n'y a peut-être pas de grande disruption au CES de Las Vegas, mais à propos de grandes disruptions, il y a quand même ce phénomène extraordinaire qui vient d'arriver, c'est tout chaud, ça vient de sortir du four, c'est ChatGPT, c'est cette innovation extraordinaire. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? Peut-être commencer par dire comment ça marche, quelles sont les implications. Alors, tout ça est évidemment vertigineux. Il y a un côté buzz inévitable, mais je pense que là vraiment on est face à quelque chose d'important, vraiment une inflexion. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un chatbot, donc voilà, on est face à son ordinateur, on s'inscrit, on a une ligne de commande, on lui pose une question, raconte-moi la vie de Napoléon, qu'est-ce que tu as fait hier soir? On peut lui poser des questions totalement futiles, et là on est dans le côté amusant, et puis on peut aller vers des choses beaucoup plus sérieuses. Écris-moi une routine en C++ pour extraire les numéros de téléphone, enfin je dis n'importe quoi. Et ça, il le fait. Il le fait. Donc, pourquoi? Parce que derrière, il y a ce moteur d'intelligence artificielle qui s'appelle GPT. GPT version 3.4 ou 5 actuellement. On attend la version 4, enfin qui est quasiment là, et qui a été créé par la société OpenAI, cofondée par Elon Musk, par un monsieur qui s'appelle Sam Altman. Enfin, c'est toujours la même sphère des gros cerveaux de la Silicon Valley. Donc OpenAI, c'est une start-up. ChatGPT, voilà ce qu'il fait. Mais je pense que la vraie disruption, c'est le fait que pour la première fois, un outil de cette puissance est accessible au grand public. C'est ça la nouveauté. Parce que ChatGPT en soi, il n'est pas né hier. Ça fait des années que c'est en préparation. Ça fait des années qu'on sait que ça existe. Ça fait des années que des professionnels se servent de cet outil-là ou d'autres outils de ce genre. Ça fait des années que Google travaille sur ce type d'intelligence artificielle. Mais là, tout d'un coup, il y a une start-up qui se dit, bon allez les amis, ok c'est super, on a des outils top dans nos labos. Il faut lâcher la bête. On lâche le fauve, on verra ce qui va se passer. Et donc, ils ont ouvert ça au grand public. Et à partir de là, voilà ce qui se passe aujourd'hui. On y va, on est fasciné. Après, on revient un petit peu de sa fascination quand on pratique, on en voit aussi les limites. Mais en tout cas, on sent que
il y a des choses qui vont changer et que véritablement on part dans une nouvelle direction. Première question qu'on se pose d'ailleurs, c'est les applications. Et là, c'est extrêmement difficile d'imaginer comment on va changer nos pratiques, est-ce que les emplois vont évoluer, qu'est-ce qu'on va faire de cet outil. Ça paraît presque un peu gadget pour l'instant, les gens qui l'ont utilisé sont amusés à faire, je sais pas quoi, une lettre de motivation et un poème en alexandrin, je sais pas quoi, à la gloire de Trump ou de Biden, puisque c'est selon ce qu'on a pu voir. Mais est-ce qu'il y a des choses plus sérieuses qui se préparent un jour? Mais il y a forcément des choses plus sérieuses qui se préparent. Moi, j'ai interviewé pour mon podcast Monde Numérique la semaine dernière quelqu'un qui s'appelle Grégory Renard, qui est un Français installé dans la Silicon Valley, qui enseigne et qui en même temps est entrepreneur. Et pourquoi je l'ai interviewé lui? Parce que je l'ai rencontré il y a plusieurs années et je sais qu'il utilise ce type d'outil depuis très longtemps pour son travail. Et donc il me dit mais oui, moi ça je m'en sers. Pourquoi? Par exemple, ça m'organise ma veille technologique. Donc il avait fabriqué lui-même des petits chats GPT qui allaient gratter à droite à gauche, récolter de l'information et qui lui en sortaient des résumés. Aujourd'hui, il peut lui-même donner des résumés. L'autre jour, il a publié sur son LinkedIn une interview de la CTO de OpenAI, donc co-créatrice de ChatGPT. Et c'était une interview dans Times, je crois. Et lui, sur son LinkedIn, a publié un abstract de ça. Hyper synthétique, super bien, etc. Et il me dit, mais t'as lu le truc que j'ai fait là? C'est ChatGPT qui l'a écrit, c'est pas moi. Hein. C'était parfait. Donc voilà, on en revient à ta question qui est à quoi ça va servir. Beaucoup de fioritures. Est-ce que ça va et puis c'est pas moi par rapport aux travaux de l'Institut Sapiens que je suis périodiquement. C'est pas moi qui vais vous dire que des emplois seront menacés. C'est pas les emplois qui sont menacés. C'est des tâches pour certains emplois qui vont être remplacés. Mais c'est toujours la même histoire. C'est un outil. C'est comme une calculatrice. C'est comme un correcteur orthographique. Ça va nous permettre de monter une marche. Moi, je suis journaliste. Une part de mon travail consiste à écrire des articles, même si après je fais de l'audio, j'écris beaucoup. Mais en fait, écrire, c'est pas la partie la plus valorisante. Je veux dire, c'est mécanique. Ok, bon, voilà, je maîtrise la langue et j'écris. Mais si je peux déléguer ça et me contenter d'avoir l'idée de départ, l'angle, de faire les inputs à l'entrée, de laisser travailler la machine, et puis je me vois bien à la sortie repasser par derrière, changer un titre, changer une accroche, changer 3 phrases, une virgule, et mettre la signature un peu style Yves Saint Laurent, tu sais, qui a fait travailler les petites ouvrières. Ça me convient tout à fait, et j'aurai le sentiment de monter en gamme, parce que après c'est pour des choses psychologiques toutes bêtes. Quand on est moins absorbé par un travail répétitif, même s'il fait appel à nos qualifications, eh bien on peut prendre du recul et aller au-delà et se grandir. Moi, je pense que c'est ça. C'est un marchepied formidable, mais ça pose plein de questions. Qu'est-ce qui va se passer dans l'enseignement? Comment est-ce qu'on va comment est-ce qu'on va intégrer cet outil dans l'éducation, alors que pour l'instant, la première application, c'est de la triche. C'est de la triche, donc il faut trouver le moyen de... Et l'interdiction, donc symétrique par quelques établissements dont Sciences Po. L'interdiction, alors c'est ridicule de l'interdire. En même temps, je me mets à leur place. C'est une situation d'urgence, quoi. C'est exactement comme Twitter qui déplatforme Donald Trump. Est-ce qu'il a le droit, est-ce qu'il n'a pas le droit? On peut faire un débat pendant... Sauf que là, il y avait le feu, quoi. Il y avait urgence. Il fallait faire quelque chose. Tac, tac, on prend une mesure d'urgence. Enfin, je ne sais pas si l'analogie est très heureuse, mais on prend une mesure d'urgence, donc ils interdisent. Mais après... L'étape d'après, c'est mais comment l'intégrer? Il faut le faire revenir. Cet outil-là, il faut l'intégrer dans plein de choses. Il faut l'intégrer dans l'enseignement supérieur notamment, mais pas que. Après, le gros avantage, c'est comme dit la chercheuse Laurence de Villers, c'est que ChatGPT, ça nous permet de découvrir, nous tous, de découvrir l'intelligence artificielle, d'apprendre à nous en servir. Donc, d'apprendre à nous en servir, savoir ce qu'on peut faire avec, ce qu'on peut pas faire avec, d'en voir les limites. Voilà, et c'est important parce que sinon il y en a d'autres qui apprennent, qui sont en train de comprendre très très vite ce qu'ils pourraient en faire, c'est-à-dire les Américains, les Chinois, etc., etc. Donc l'apprivoiser très très vite. Alors oui. Tu disais probablement gain d'efficacité, on va pouvoir travailler plus vite, faire des choses plus rapidement. Peut-être aussi quand tu as plus de seniorité, quand tu as plus d'habitude, d'expertise, tu vas pouvoir utiliser l'outil. Quand tu en as moins, peut-être que c'est toi justement qu'on n'utilisera plus pour faire le travail de petite main qui va être fait automatiquement.
Il y a des métiers qui peuvent souffrir. Il y a un métier qui est, par exemple, qui consiste à faire ce qu'on appelle du copywriting. Donc, j'appelle ça pisser de la copie pour Internet, pour des sites de marque, pour des produits. Je sais pas. Voilà, on cherche un climatiseur, on veut acheter un climatiseur et vous allez trouver plein de sites où vous verrez des comparatifs de climatiseurs, et c'est des comparatifs qui sont pas vraiment honnêtes, c'est pas fait par des médias, par des labos, etc. Tout ça, c'est pour pousser du produit. Mais il y a beaucoup d'écriture derrière. Ben oui, ça c'était fait manuellement, on va dire, et ça, alors ChatGPT est l'outil idéal pour faire ça, parce qu'on cherche pas une plume, on cherche juste que les phrases soient bien tournées et qu'il y ait toute l'information. Donc ça, c'est sûr, ce genre de métier pourra souffrir, c'est fort probable. Il y en a aussi qui s'inquiètent pour d'autres raisons, ce sont les créateurs de contenu, alors c'est plus pour la partie image, mais les illustrateurs. Parce qu'on n'a pas mentionné, il y a aussi le text to picture, exactement. Peut-être demain le text to motion. Tout à fait. Voilà, alors là, les créateurs, ça risque de faire du mal. Après, il y a une chose qu'on a oublié de préciser, c'est que ChatGPT, c'est un outil qui fait aucune faute d'orthographe, qui a un sens, qui a un esprit de synthèse formidable, où je pense qu'il faut des années de pratique journalistique ou d'avocat ou autre pour arriver à ça. Et ben quelqu'un qui ne s'exprime pas très bien, avec un outil comme ça, il est surmultiplié. Alors bien sûr, il y a de la triche, mais le coup de la lettre de motivation, c'est pas idiot. Quelqu'un qui a du mal à faire une lettre de motivation, à rassembler ses idées, à aligner ses idées, et encore plus à faire des phrases et à ne pas faire de fautes. Mais un outil comme ça, c'est génial. C'est génial. Il lui dit, bah voilà, moi j'aime ça. Ma vie c'est ça, mon parcours c'est ça. Écris-moi une belle lettre de motivation. Et le truc va lui sortir. Et derrière, lui, il va corriger éventuellement, etc. Il faut voir aussi ce côté-là. C'est là où je dis que c'est un outil. Le recruteur, il va peut-être finir par se douter que la lettre de motivation ne fait pas transparaître. Je me suis mis du côté du candidat uniquement, certes. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, aujourd'hui, quand on écrit sur un traitement de texte, on bénéficie de la correction orthographique. Oui. Si on n'est pas trop idiot, on intègre. Parfois, il y a quand même des fautes, hein. Mais grosso modo, on peut éviter de faire des fautes d'orthographe et tout le monde accepte cette chose-là. Et on est même arrivé, je te rappelle, à l'effet inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit des fautes d'orthographe dans un mail ou autre, on se dit, mais enfin, comment c'est possible? Alors qu'il y a des traducteurs partout. C'est du je m'en foutisme. Mais je pense que ChatGPT est un peu aussi enfin, moi, je le vois un peu comme ça. Alors on a vu que Google avait lancé en catastrophe Bard, qu'il y a une grande course à l'échalote de la part de toutes ces grandes entreprises pour investir, pour essayer de développer le plus vite possible les technologies. Elles vont apporter énormément de changements. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette course qui s'engage ? Ouais, alors ça, les annonces de Microsoft et de Google, je pense que c'est le truc le plus important qui se soit passé mais peut-être depuis l'invention du web. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils nous promettent et ce qu'ils nous annoncent, c'est un changement de philosophie, d'abord dans la recherche sur Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous posez une question sur Google, il vous sort une liste de liens. L'algorithme est pas trop mal fait, donc les plus pertinents au début, les moins pertinents après, un peu de tri, un peu de machin, etc. On peut avoir un peu de fake news, mais on va arriver à passer à travers, etc. Demain, l'outil nous répondra comme un être humain avec l'essentiel de l'information. Ça, c'est la promesse. Dans les faits, ils se sont plantés. Google s'est planté sur son lancement, puisque la question qu'ils ont prise par rapport au télescope James Webb, etc., la réponse sur la forme était superbe, elle était joliment tournée, sauf que sur le fond, elle était fausse. C'était une fake news, c'était une erreur. Donc, ça prouve que c'est pas au point. Mais il n'en reste pas moins que c'est super important, parce que ces deux poids lourds, Google, 90% de la recherche mondiale, Microsoft, beaucoup moins, 4 à 5%, c'est quand même des passages obligés très importants. Donc, ça pose 10 000 questions, ce truc-là. Il y a la rivalité entre les deux. Microsoft a saisi ça pour essayer de reprendre du poil de la bête, de repartir à l'offensive contre Google. Google a paniqué. À mon avis, ils sont pas vraiment menacés. Mais au moins en termes d'image, il faut qu'ils montrent qu'ils sont aussi bons, qu'ils font des choses, etc. Donc, ça a été un peu, on a sonné le tocsin en interne, on a rappelé les fondateurs et on a sorti vite Bard, peut-être trop vite, ce qui explique peut-être justement ce type d'erreur. Voilà. Donc il y a l'aspect de ces plaques tectoniques qui sont en train à nouveau de se toucher et de bouger. Et puis il y a ce qui va se passer pour nous en tant qu'utilisateurs. Est-ce que demain le web sera totalement transformé? Est-ce que demain on aura, comme on nous le promet, on l'annonce depuis pas mal de temps, ce fameux web sémantique où on parle de plus en plus en langage naturel et l'outil nous répond de plus en plus lui-même en langage naturel sans qu'on ait nous-mêmes à aller identifier des tas de liens. Mais ça pose plein de questions.
Est-ce que l'info sera bonne? Quelle place pour la désinformation? Est-ce que ça va pas être parasité par des complotistes de tout poil, d'une manière ou d'une autre, etc. Et c'est toutes ces questions-là, toute cette forêt de questions qui est passionnante en ce moment. En t'écoutant, je pensais aussi au film Her, où le héros tombe amoureux d'un ordinateur. Si demain tu as un ordinateur qui t'écoute, te comprend, ne se fatigue jamais, toujours attentif, tu vas avoir envie de parler rien qu'avec lui. Donc, bien sûr. On tourne aujourd'hui le jour de la Saint-Valentin, on comprend bien la difficulté. Oui. Alors bon, il y a la réponse. Oui, bien sûr. La réponse politiquement correcte, c'est de dire c'est pas bien. Il n'y a que l'humain, ma foi. Il n'y a que l'humain. Non, mais c'est parce qu'il faut pas mettre de l'émotionnel dans quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Ouais. Et je vais citer encore Laurence de Villers qui justement lutte un peu contre ça en disant qu'il faut. Mais ça, c'est du côté des concepteurs. Les concepteurs de ces outils doivent faire en sorte de ne pas trop susciter l'empathie. De ne pas encourager la confusion entre le réel et le pas réel, parce que oui, pour certaines personnes, ça va être un peu plus fragile, elles auront du mal à faire la part des choses. Après, je vais te dire, aujourd'hui avec Alexa et Google Home, les assistants vocaux, moi on m'a rapporté plusieurs fois des exemples d'enfants qui ont fait d'Alexa leur meilleur ami. Ouais. C'est toujours pareil, s'ils ont que ça dans leur vie, il y a un problème. Ouais. Et en même temps, s'ils n'ont que ça, c'est peut-être une béquille qui peut-être va leur apporter malgré tout un petit peu de... Bref, ça on pourra en débattre. Mais je pense que tout cela peut après s'autorégule. Enfin, je veux dire, après, c'est aussi au rôle des parents d'intervenir, pour les plus jeunes en tout cas. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est là aussi où on sent qu'on a un virage et un tournant très important. Oui, c'est la question de nos rapports aux machines. Et il va falloir qu'on apprenne à ce que c'est exactement qu'une machine et ne pas se laisser berner. Dans un autre registre, on a tous vu les images des robots Boston Dynamics, tu sais, les robots chiens, très impressionnant. Comme ça. Et puis, notamment, il y avait un moment, une séquence où les gens de Boston Dynamics filent des coups de pied dedans et le truc perd l'équilibre et un peu... Bon, la réaction première de 90% des gens, c'est de l'empathie, c'est de dire « Ah, mais pourquoi il fait ça? Oh non, mais c'est pas gentil. » Mais non, surtout pas, il faut lutter contre ça. C'est une cafetière, c'est rien, ce n'est rien. Il y a pas d'âme, enfin il y a pas, je vais pas parler d'âme, mais il y a pas de conscience, il y a pas de. Tu parlais tout à l'heure du petit chat au CES qu'on va caresser. On a envie, mais lui il a pas de tête. Alors je veux dire, ça coupe la. On a envie puis on peut passer à Blade Runner aussi. L'idée que finalement la machine. En tant qu'humain, on finit toujours par la prendre aussi pour une sorte d'humain, la nommer, et on n'arrivera pas à s'empêcher. Il y a une époque, on donnait un surnom à sa voiture, ça nous est un peu passé. Voilà, moi j'ai un aspirateur robot. Il n'a pas de surnom. Il n'a pas de surnom. Il s'appelle Roomba, il est en train de moisir dans son coin là. Et j'ai pas d'état d'âme par rapport à ça. Non, il faut. Oui, c'est là où l'humain va devoir faire une partie du chemin, c'est-à-dire se transformer un petit peu mentalement pour bien comprendre et bien faire la part des choses. Ce sont des outils. Alors, la chute boursière de Google qu'on a vue inaugure sans doute un moment de grande métamorphose, de métamorphose extrêmement rapide. Est-ce que ces grandes plateformes qui ont cru extrêmement rapidement, qui se sont développées extrêmement rapidement, ont pris une place dans notre vie absolument immense, est-ce qu'elles ne vont pas amorcer des phases de métamorphose qui pourraient en bouleverser la place à assez court terme? Oui, et en même temps, est-ce que c'est anormal? Peut-être pas, peut-être que c'est souhaitable aussi. Voilà, c'est ça. Ce sont des entreprises qui ce sont toutes des anciennes start-up. Qu'est-ce qui caractérise le plus une start-up? C'est l'agilité. Et qu'elle meurt. Ou qu'elle meurt, oui, c'est vrai. Mais et qu'est-ce qui caractérise le plus les très grands groupes? C'est qu'ils sont plus du tout agiles. Oui. Ils n'arrivent plus à avancer, sont des gros paquebots et tout. Oui. Donc, en fait, cette espèce de rectification de tir, ça montre qu'ils essayent de préserver, d'avoir encore un peu d'agilité finalement. Après, à quoi est-ce que ça correspond exactement? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de paramètres. Il y a beaucoup de paramètres économiques américains, notamment de conjoncturels américains. Voilà, une inflation rampante, des investisseurs qui mettent la pression. Et c'est clairement toutes les vagues de licenciements, elles sont clairement faites pour rassurer les investisseurs. Alors peut-être que chez Twitter, il y avait vraiment un besoin de réorganiser et bon, il va un peu la schlag, hein, mais
de réoptimiser un peu les choses. Je pense qu'il y a un peu de gras dans pas mal de ces entreprises. Et c'est vrai, elles ont peut-être Elon Musk, il a donc viré la moitié des gens, si je comprends bien. Ça a l'air toujours fonctionner. Ça a l'air toujours fonctionner, c'est dingue. Hein. Ouais. Enfin, après, il y a des choses qu'on n'a pas forcément testées sur l'aspect juridique, modération. Ça marchait pas, la modération. La modération, ça marchait différemment. Mais voilà, je pense que cette vague de... je suis pas certain qu'elle soit clairement significative, cette vague de licenciement. Parce qu'elle est... Et puis, il y a un effet moutonnier, quoi. C'est incroyable. C'est-à-dire, si tu n'as pas licencié 20% ou 30% de ton personnel, c'est que t'es nul. Les marchés exigent quelque chose. Ouais, exactement. Ça, c'est un peu... Bon, voilà. Et est-ce que sur le fond, ça veut dire quelque chose ? Je ne sais pas, on verra, je suis pas persuadé. Il y a souvent eu quand même des hauts et des bas dans ce monde-là. Les big tech chinois, les BATX, qui sont un peu en miroir évidemment des fameux GAFAM, même si les acronymes devraient être revus, mais enfin disons par commodité, disons GAFAM. Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que finalement c'est juste en miroir, le correspondant symétrique ? Ou est-ce qu'au fond c'est vraiment quelque chose de différent ? On a l'impression que toujours c'est juste la même chose, mais moi je suis pas du tout expert de la Chine, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est à la fois la même chose et pas du tout la même chose. C'est la même chose sur la matière, sur les services qu'ils proposent, sur les technologies qu'ils mettent au point, ils sont plutôt bons. La Chine qui copie, c'est un peu terminé. Elle a copié, ou peut-être qu'elle copie encore, elle s'inspire, mais elle innove aussi beaucoup. Après, on voit bien que le contexte n'est pas du tout le même. Et il se passe des choses du côté des GAFAM. Il n'y a aucun PDG qui a disparu pendant 15 jours ou je sais plus, ou 2 mois, comme Jack Ma, et qui a été visiblement recadré politiquement. Et puis la stratégie... Rééduqué, je crois. Rééduqué, oui, voilà, c'est ça. Bon, c'est quand même pas le même contexte. C'est un peu ça. La Chine veut développer une espèce de capitalisme technologique pour concurrencer notamment les Américains, mais pas trop. Dès que ça devient trop gros, on revient à des choses plus petites, plus contrôlables, etc. Donc la situation est à la fois similaire et à la fois très différente, mais in fine, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? C'est que ça devient une force extrêmement puissante dans le numérique. Qui culturellement, il y a encore une barrière. Il y a la barrière de la langue, il y a la barrière de... Quoique la barrière de la langue, et tout ça, elle est franchie avec TikTok. TikTok, nouvel outil du soft power chinois, qui est en train de bien nous laminer le cerveau, et notamment le cerveau des plus jeunes. Voilà, mais sinon, on continue à faire nos courses sur Amazon et un tout petit peu sur AliExpress. Donc voilà, mais c'est en termes d'affrontement économique, c'est voilà où on en est. Après, sur le fonctionnement interne, je pense qu'il y a des similitudes et beaucoup de différences. Alors venons-en à la place de la France dans tout ça. On l'accuse souvent de rester spectatrice de cette évolution mondiale sans être vraiment capable de peser. La France a l'air d'être loin de tout ça et d'être toujours vraiment en dehors. Est-ce que c'est vrai en fait finalement ? Oui et non, parce que on a sans doute raté la première vague. Ok, on n'a pas de Google français, on n'a pas de Google européen, etc. Et nous, on fait que des règlements. Bon, on peut en rire. En même temps, on est bien content qu'ils soient là, les règlements européens notamment, etc. Ils nous protègent. Ils sont plutôt alambiqués, mais plus qu'à présent efficaces. Voilà. Après, la France reste, et ça, moi je le vois au CES, ou je le vois avec les entreprises que j'interviewe, que je rencontre, etc. Et il y a quand même une activité qui est super importante. Il y a des gros cerveaux en France, il y a beaucoup de chercheurs. Par exemple, sur le quantique, la France est en train d'exceller et de devenir, je crois, la première puissance européenne, me semble-t-il. Je voudrais pas dire de bêtises, et avec des choses vraiment intéressantes. Mais on en est encore au balbutiement du quantique. Donc comment on va transformer l'essai ? Qu'est-ce qui va se passer ? Là, il y a des super startups qui sont en train d'inventer des trucs géniaux. Pascal, Alice et Bob, Sequence à Grenoble, etc. Mais pourquoi ? Parce qu'on est dans la situation, on est dans les années 60-70 de la micro-informatique, où coexistent encore l'Apple II, le TRS-80, le PET, le Commodore. Voilà, on ne sait pas quel sera l'ordinateur de demain, on ne sait pas quel sera le standard dominant. Donc, si c'est un standard français qui émerge,
donc génial, on a tout gagné. Si les Français se retrouvent à nouveau prisonniers de leurs vieux démons qui sont l'excellence, 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 le meilleur système, le plus beau système, sauf que les autres derrière, avec un rouleau compresseur marketing, ils arrivent à t'imposer un système moins bon qui fera rougir les chercheurs, mais qui va se diffuser partout, on va encore se faire avoir. La France avait plus ou moins inventé Internet avec le réseau Cyclade, mais c'est resté au stade de Cyclade pour des raisons politiques parce qu'on voulait pas affaiblir le réseau Transpac centralisé, machin, etc. Donc voilà, mais ça, moi, je ne fais que répéter ce qu'on me dit. Enfin, non, ce que je vois, c'est qu'il y a un vrai savoir-faire. Il y a beaucoup de, même dans le software, parce que le software, c'est bien, ça ne demande pas trop d'investissement. Et nous, on a des gens qui sont forts. Ce qu'il y a, c'est qu'on les voit pas beaucoup, ces pépites françaises, parce que là où les meilleures entreprises françaises, elles sont dans une espèce de trou noir qui est le middleware. Donc elles communiquent pas parce qu'elles se foutent du grand public. Elles, ce qui les intéresse, c'est les grands comptes, les grosses entreprises en tant que clients. Elles vont pas au CES, donc elles se montrent pas, donc la presse en parle pas. Et moi, ça me rend fou, ça. Et après, il dit oui, mais les journalistes ne s'intéressent pas à nous. Ok, les journalistes, ils sont bombardés d'informations. Si vous faites pas un petit effort pour venir vous montrer sur le devant de la scène, oui, c'est vrai, les journalistes sont pas bons. Enfin, on peut dire tout ce qu'on veut, mais voilà. Donc on les voit pas. Et pourtant, tout d'un coup, quand on les aperçoit, on se dit merde, mais c'est génial ce qu'ils font. Ils font des trucs de folie, parfois même dans des secteurs, alors je sais pas, même dérivés de l'aéronautique et compagnie, ou dans le software. Donc c'est super, mais ils sont pas assez visibles. Et après, sur le truc de demain, sur l'intelligence artificielle, là, il faut. Je pense qu'on a un potentiel énorme, mais on est très très loin du compte. Hein. On est encore très loin du compte, pour d'autres raisons, de financement et autres. Alors justement, pour diffuser cette connaissance des évolutions technologiques des entreprises qui travaillent, tu édites l'un des podcasts qui, dans ta spécialité, est le plus écouté de France. Quelle est ta vision du marché très particulier, mais je crois dynamique, hein, du podcast en podcast France? Ouais. Alors le podcast, il marche bien parce que déjà, on s'est habitué. Aujourd'hui, on ne peut plus se contenter d'écouter de l'audio en flux à la radio. Ça ne veut pas dire que la radio en direct est morte, hein. Mais en revanche, comme sur Netflix, par rapport à la télé, on aime bien aller prendre uniquement au moment où on le souhaite le contenu que l'on souhaite écouter. Donc le podcast apporte la délinéarisation et du contenu à la demande. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, je pense qu'il y a aussi une raison un peu plus profonde. C'est que le podcast, c'est souvent des choses qui t'apprennent c'est un peu le pendant des blogs, c'est-à-dire sur des niches, souvent, tu vas avoir un niveau d'expertise, un niveau de connaissance, même parfois des choses assez rafraîchissantes parce que ça sort totalement de notre sphère habituelle. Et les gens, oui, il y a beaucoup plus de gens qui sont friands de ce type de contenu. Après, faut pas se leurrer, ceux qui trustent l'audience du podcast, sont les radios traditionnelles, en tête Radio France. Donc je félicite mon ancienne maison, je suis ravi pour eux. Ils ont formidablement bien pris le virage du podcast. Pour les podcasts et les éditeurs indépendants, c'est un peu plus difficile. Il y a une économie du podcast qui est un peu difficile parce que c'est des audiences de niche, donc ça fait moins d'audience et donc ça fait moins de publicité ou de la publicité qu'on vend moins cher et c'est dur de faire vivre derrière. Bien sûr. Voilà, il y a des studios de podcasts qui sont créés, mais c'est pas facile. Les auteurs sont pas très bien payés. Moi, c'est pour ça aussi que je veux rester un peu seul. Parce qu'en étant seul, tu fais tout, certes, et tu travailles 24/24, mais au moins c'est pour 100% des bénéfices. Et sinon, après, ça c'est le côté positif du podcast. Après, je pense qu'il reste une marge de progression parce que le podcast n'est pas encore tout à fait plug and play. Il y a encore beaucoup de gens, quand on leur parle de podcast, ils n'ont jamais écouté. Mais comment on fait pour écouter un podcast ? C'est pas évident. Alors qu'ils ont une appli sur leur téléphone. Il y en a plusieurs, il y a plein d'applis d'ailleurs. Oui, il y a plein d'applis. Mais nativement, tout téléphone a l'iPhone a Apple Podcast et Android aussi a des applis natives. Donc voilà, ce qui prouve que c'est pas encore un média de masse. Et en même temps, qu'il y a une marge de progression, je pense. Et c'est là-dessus, moi, que je mise, personnellement. C'est sûr.
Alors pour finir, la question signature de Sapiens Sapiens, c'est comment on en vient à s'intéresser à la technologie et au numérique? Pour moi personnellement, tu veux dire? Oui. Moi, c'est une perversion qui remonte à très très loin. C'est un vice. C'est un vice de longue date. C'est un vice d'adolescent. Mais c'est aussi parce que j'ai eu la chance d'être à la bonne époque. Moi, j'avais 17-18 ans quand sont arrivés les tout premiers micro-ordinateurs. Et voilà, donc j'ai sauté là-dessus, comme certains sautent sur le rap, sur la guitare électrique, sur je sais pas quoi. Moi, j'ai sauté là-dessus et j'ai adoré mais à l'époque, il fallait programmer soi-même son ordinateur. Et donc c'est ça qui est fabuleux, parce que la programmation, quand on dit le code, etc., c'est une discipline intellectuelle qui est jouissive. Écrire du code, c'est jouissif. C'est un truc génial. Alors, sauf que maintenant, bon, les professionnels, de plus en plus, ils font de l'assemblage de code, si j'ai bien compris. Enfin bref, et comment on en vient à ça? Voilà, je pense que c'était un milieu familial aussi. Mon père était un peu geek, il achetait tous les appareils électroniques. Enfin, c'est une passion qui est assez répandue, qui est assez masculine aussi, il faut bien l'avouer, d'aimer les objets high-tech. Ça va de la chaîne hi-fi à l'ordinateur, en passant par je sais pas quoi, l'électronique. Moi, je faisais de l'électronique, des soudures aussi, des choses comme ça. Voilà, donc moi, je suis vraiment tombé dans la tech très jeune. Et puis, il y a eu la deuxième révolution à laquelle j'ai eu la chance d'assister et même de participer, qui est l'avènement des radios libres, c'est-à-dire la dérégulation des ondes. Et donc, à 18 ans, j'avais mon émission de radio. Et puis après, ça m'a emmené vers... après, j'ai su que je voulais faire de la radio. Après, j'ai su que je voulais faire du journalisme. Mais ce qui m'a toujours plus intéressé, c'était la production de contenu, la diffusion d'informations. Et donc j'ai hésité entre informatique et radio. Je me suis dit non, je vais plutôt faire du journalisme, mais j'essaierai de remettre l'informatique dans le journalisme après. Bon, et puis il se trouve que ça a marché quelques années après. Le mieux, c'était de pas choisir finalement. Le mieux, c'était de pas choisir, ouais, c'est ça. Merci Jérôme Colombin. Merci Olivier, avec plaisir.